Je salue le courage et la persévérance de toutes celles et ceux qui se sont battus et qui continuent à se battre pour que le rôle de l'avocat dans la construction et dans la refondation de l'État puisse être accompli avec détermination, conviction et force. Chers amis, mesdames, messieurs, comme vous le savez, Saint-Yves Ellory de Kermatin était un fervent défenseur de l'ordre juridicum, un ardent partisan du droit, de l'équité et de la justice. Bien qu'en son temps, le concept d'état de droit ne connut pas encore le jour, mais son engagement pour une société fondée sur le respect de la justice, le respect du droit, était entier. C'est ce qui d'ailleurs a permis à Yves Ellory de Kermatin de devenir aussi fameux que populaire. Yves, votre inspirateur, votre patron, a réalisé sa vie durant comme avocat, juge et homme de loi, homme de Dieu, homme des pauvres, cette parole que nous venons d'écouter dans le livre de Ben Sirac le Sage. Agis comme un homme de droit, sois un père pour les orphelins, sois une mère, une consolation pour les veuves. Délivre l'opprimé du pouvoir de l'oppresseur et tiens-toi toujours debout pour rendre la justice. Enfin, sois le défenseur de la veuve et de l'orphelin qui attendent de toi ton témoignage. Et l'évangile que nous avons écouté ce matin, chers amis, ajoute à ce que nous venons d'écouter. L'application du droit requis pour remettre de l'ordre et venir en aide aux vulnérables et aux dépourvus est donc la bourse de l'avocat, le trésor éternel, inépuisable du juriste. L'homme et la femme de droit doivent empêcher que la société soit soumise au règne de la puissance capricieuse, arbitraire et brute. L'homme et la femme de droit doivent agir pour que toute forme de dictature de l'individualisme soit bloquée. Les avocats sont appelés à corriger les tendances cacocratiques qui accouchent des régimes parfois à tendance anarchique, totalitaire, populiste, despotique et même dictatoriaux. Comme Yves Ellory de Kermatin, les avocats sont invités à devenir les chantres du système de droit rationnel, positif, issu du droit naturel, en formant, comme saint Thomas d'Aquin le dit, la conscience du peuple de manière éclairée et attentive pour que le droit soit conçu en vue du bien commun et de la communauté et que le droit ait comme fonction primordiale de protéger la dignité de chacun. Mesdames, Messieurs, un psaume nous rappelle que peut faire l'homme juste et droit quand la fondation est comme fragilisée, fracturée, brisée et fissurée. Quand les fondements sont renversés, le juste, que peut-il faire? Psaume 11, verset 3. L'homme juste, l'homme de droit, la femme de loi devrait se demander que faire pour lutter contre tout ce qui met en péril l'état de droit et qui conduit à la faillite d'un État. L'avocat Yves peut nous venir en aide et peut accompagner les hommes et les femmes de droit, car en son temps, il avait bien compris que le remède à l'irrationalité, à la décadence, à l'indiscipline, au désordre, à l'anarchie et au chaos, c'était l'application du droit. La force de la loi doit pouvoir orienter, diriger la société qui est en perte de vitesse
et qui a perdu sa route. La société de droit est la garantie de l'ordre, de la tranquillité, de la stabilité et du progrès, disait Maître Dorval. C'est la société basée sur le droit qui sert à la protection des libertés individuelles, à la sûreté des personnes et au respect de la dignité de chacun. Saint Thomas nous rappelle dans la prima seconde de sa somme théologique que la loi est une prescription de la raison dans l'ordre du bien commun pour prendre soin de la communauté qui nous est confiée. Si on arrive à organiser le pays de manière à ce qu'il soit gouverné, dirigé selon les principes de la raison, les principes du droit, de la justice et de l'équité, en respectant les droits humains, en pratiquant la séparation des pouvoirs, en se fondant sur la loi mère, dans l'indépendance de la justice, alors déjà nous serons sur la route de la maturité où nous pouvons refonder l'état de droit, où nous pouvons aussi faire en sorte que toute tendance despotique soit l'antithèse de ce que nous aspirons. Le droit se diffère du caprice et de l'arbitraire d'un individu. Personne, quand on vit dans une société de droit, ne peut plus dire comme on disait avant, sic volo, sic revo, sic vero. Personne ne peut dire oui, je le veux, je le peux, je l'ordonne et je fais comme je veux. On n'est plus dans une société de ce type. Et personne ne peut plus dire aussi comme le roi, lui, qui disait un seul roi, une seule loi, une seule foi, l'État, c'est moi. Nous ne sommes plus en ces temps où une seule personne pouvait imposer à tout un État ou une nation des caprices. Tous les citoyens sont appelés à respecter la règle de droit et doivent agir conformément à elle, qu'il s'agisse du simple citoyen, du simple quidam ou des autorités établies. Les violations de la règle de droit devraient être sanctionnées par la justice, qu'elle soit judiciaire, administrative, électorale, politique et constitutionnelle. L'état de droit devient donc un principe fondateur, une balise, un garde-fou, une haie de protection, un socle de garantie non négociable et un système juridique qui permettent à la société de s'organiser et de bien se gérer. L'état de droit doit être donc le paradigme nouveau, le paradigme juridique que nous devons appliquer. Il doit devenir pour nous la norma normans non normata, c'est-à-dire la référence suprême qui devrait orienter toutes les décisions de droit et de justice. Ubi societas, ibi ius, côté qui y a une société établie, c'est la loi, c'est le droit qui doit mener. Dans l'état de droit, le ius doit régir et subjuguer l'autoritas publica et aussi doit orienter le pouvoir politique, le fonctionnement des institutions, l'administration publique, la gouvernance étatique et civile et administrative, pourquoi pas. Aucun autre document ne peut se substituer à la loi. Aucune décision, aucun décret ou arrêté ne peut remplacer la loi mère. La vie de Saint-Yves formait un triptyque. C'était un savant, un lettré, qui embrassait, outre les fonctions ecclésiastiques, mais aussi celles de la magistrature et de l'avocature. Yves Élori de Clermentin assumait ses fonctions de magistrat avec un esprit de justice, mais également et surtout de conciliation. Son sens de l'équité lui interdisait de privilégier le riche sur le pauvre. Comme avocat, ses talents d'orateur et sa capacité de captiver son auditoire attiraient toujours la grande foule.
La réputation de Saint-Yves a donc traversé les temps. Avocat du pauvre, du faible et du persécuté, il attaquait sans hésiter les hommes qui, en offensant l'équité, excitaient son courroux. Yves et l'oreille de Kermentin avaient en horreur la violence et l'injustice. Saint-Yves, de vérité, saint excellent, est le patron de toutes les professions de droit et surtout des avocats, à qui veut consacrer sa vie professionnelle au service de droit. Yves Elory de Kermentin a proposé 3 valeurs fondamentales: l'intégrité, qui forge l'honorabilité de tout professionnel, l'esprit de paix, qui est le prix de la probité, la charité, l'expression de solidarité envers ses semblables. C'est justement pour célébrer la vie de cet homme tridimensionnel que tous les ans, à pareille époque, nous nous réunissons pour entendre un prêtre de notre Église romaine prononcer l'homélie de circonstance. Le barreau de Port-au-Prince est encore heureux d'avoir, depuis tantôt une décennie, à bénéficier de la disponibilité de son Excellence, Monseigneur Pierre-André Dumas, assisté de notre estimable confrère, le révérend Père Robinson Grégoire. Cette année, nous avons eu d'autres célébrants qui nous ont gratifiés de leur... Messieurs les pasteurs, daignez accepter la profonde reconnaissance des avocats et des avocates de Port-au-Prince. Les activités académiques sont toujours au menu de la commémoration de notre saint patron Yves de Tréguier. Elles se veulent particulières cette année en témoignant l'ouvrage du bâtonnier Montferrier d'Orval, sauvagement enlevé à notre affection ce vendredi 28 août 2020. La rigueur des mesures de l'état d'urgence décrétées en réponse à la pandémie Covid-19 ne nous a pas permis de nous réunir en nombre. La messe traditionnelle du 19 mai 2020 a été célébrée avec une quinzaine de personnes, ce compris les célébrants. Notre feu bâtonnier Montferrier d'Orval, intellectuel de belle eau, un chercheur dans l'âme, un mordu de la contradiction, pour maintenir le volet académique, avait invité les avocates et les avocats à la réflexion autour du thème « Quel avocat pour quelle société ?» Il s'agit d'une série de rencontres qu'il avait lui-même réalisées avec d'anciens bâtonniers et d'autres avocats à leur cabinet, avec la collaboration de la radio-télé Guinée. Ce documentaire, dont le bâtonnier d'Orval fut le réalisateur et dans lequel il a joué le rôle de présentateur, n'a pas pu être finalisé pour sa diffusion le jour de la Saint-Yves, le 19 mai, comme il le souhaitait. Covid-19 en avait décidé autrement, mais les escadrons de la mort allaient également décider que le bâtonnier d'Orval ne visionnerait pas les interviews qu'il avait si passionnément réalisées. Pour honorer sa mémoire, le Conseil de l'Ordre a donc finalisé l'ouvrage et le soumet à votre appréciation. Ce soir, la corporation d'avocats et le public en général sont donc conviés au visionnement du documentaire réalisé par le bâtonnier Montferrier d'Orval sur la chaîne 18. Le Conseil profite de cet instant pour remercier la radio-télé Guinée de sa collaboration et de sa patience. Nos remerciements vont également aux acteurs. Le bâtonnier Nantes Colimon, dont la fille Jocelyne Colimon-Fêtière nous a quittés il y a tout juste quelques jours, a déclaré dans son allocution de la Saint-Yves de l'année 1981, et je cite, « Tous, nous célébrons dans l'allégresse ce jour faste qui permet aux professionnels que nous sommes de nous arrêter un instant pour mesurer le chemin parcouru, faire nos comptes, nous rappeler nos origines et préciser, une fois de plus, les idéaux pour lesquels nous luttons, le culte de la dignité, de l'esprit, le triomphe des hautes valeurs morales, la primauté du droit et de la justice. Ces mots valent aujourd'hui encore leur pesant d'or. La primauté du droit est un leurre, une utopie dans sa dimension négative. La hiérarchie des normes, l'une des caractéristiques de l'état de droit, est emportée. François de la Rochefoucauld a eu raison dans sa fameuse maxime de s'écrier
que les vertus se perdent dans l'intérêt comme les fleuves se perdent dans la mer. Depuis l'arrêté du 14 septembre 2020, l'État de droit haïtien agonise. La mission d'organiser un référendum constitutionnel en absence d'habilitation constitutionnelle et l'installation et l'exercice de la fonction de conseiller électoral par les 9 personnes sans prestation de serment préalable sont des signes ostentatoires d'un régime tyrannique. Le décret du 20 décembre 2020, le tintement autour du projet d'une nouvelle constitution et l'échéancier référendaire publié par le CEP sont la preuve de la mise en veilleuse de la Constitution de 1789 et de la loi constitutionnelle de 2011. Les pouvoirs de ceux qui occupent les plus hautes fonctions de l'État sont des compétences limitativement fixées par le souverain à travers le texte constitutionnel et par le législateur à travers les textes de loi. C'est justement la règle établie à l'article 150 par le pouvoir constituant originaire lorsqu'il prescrit que le président de la République n'a d'autre pouvoir que ceux que lui attribue la Constitution. Alors, toutes les activités référendaires visant l'imposition d'une nouvelle charte fondamentale aux citoyens et citoyennes constituent un crime de lèse-constitution dont les auteurs devraient répondre devant la Haute Cour de justice. Et comme ce tribunal ne peut pas être constitué avec le dysfonctionnement du Parlement, il reste donc, dans l'esprit même de la Déclaration universelle des droits de l'homme, une obligation de résistance. Il est donc stipulé au 3e paragraphe du préambule, considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. La primauté du droit est mise à mal et la justice avec. 3 ans déjà que le tribunal de première instance de Port-au-Prince est peu fonctionnel. À la tentative d'un envol à la réouverture des tribunaux en octobre dernier, elle a eu les ailes coupées pendant tout le premier trimestre avec la grève des parquetiers dans les 18 juridictions de la République. Les avocats, les justiciables et les personnes judiciaires, voulant profiter du répit de la levée temporaire de la grève, ont bravé les tirs nourris pour se rendre au temple de Thémis qui leur a tant manqué. Les confrères et consoeurs ont des dossiers en souffrance et des clients avides de services. D'autres grèves de magistrats se sont suivies rapidement et l'événement du 6 février 2021 ainsi que le décret renvoyant à la retraite 3 juges de la Cour de cassation et celui nommant leur remplacement auront été les principales raisons. Le 18 mars 2021, le pouvoir exécutif décrète l'état d'urgence pour une durée d'1 mois dans la zone du bicentenaire, interdisant ainsi l'accès du tribunal de première instance de Port-au-Prince aux usagers et acteurs judiciaires. Au terme de la mesure et jusqu'à cet instant, l'autorité de l'État n'est pas toujours restaurée dans cette zone et dans aucune autre du pays d'ailleurs. Alors, se rendre au palais de justice, c'est donc frôler la mort à tout instant. Une réalité minimisée par les plus hauts responsables de l'État. Le barreau de Port-au-Prince, une fois de plus, crie haro sur le godet. Il ne peut plus compter les cadavres. Il ne veut plus déplorer le cas d'enlèvement de ses membres, ni celui d'aucun membre de la population, voire de la clientèle qui est sa raison d'être. Le droit à la vie est le premier des droits garantis par la Constitution et par la Déclaration universelle des droits de l'homme. La délocalisation du tribunal devient un impérium. C'est l'oxygène que la justice attend pour fonctionner à Port-au-Prince. La justice est l'institution que toute personne, du plus haut niveau de l'État jusqu'au citoyen le plus humble, en a besoin. De grâce, donner à la justice de droit commun son local à la rue de la Réunion. Le Conseil de l'ordre de Port-au-Prince en appelle aux autorités étatiques.
reconstruisez notre local, détruit lors du séisme du 12 janvier 2010. Malgré tout, le barreau de Port-au-Prince continue ses activités de service aux plus vulnérables et se veut proactif dans toutes les démarches liées à la citoyenneté et à l'évolution du droit en Haïti. Notre bureau d'assistance légale, créé par les règlements intérieurs du barreau de Port-au-Prince et en partenariat avec le JSSP, assiste les personnes démunies depuis les tribunaux de paix et devant le parquet en attendant la reprise des activités par devant les cabinets d'instruction et devant les tribunaux criminels et correctionnels. Conscient de l'effritement des valeurs morales et la disparition du civisme dans notre pays, un projet d'éducation civique est donc élaboré. 10 écoles sont retenues pour la phase pilote et les cours sont dispensés par les conseillers et conseillères. Nous nous mettrons toujours au service de la communauté. Le barreau de Port-au-Prince est associé à l'établissement du programme de master en droit de l'Université d'État d'Haïti, initié par notre bâtonnier Montferrier d'Orval. L'ouverture officielle sera donnée par le rectorat de l'Université d'État d'Haïti le 4 juin prochain. Très bientôt, une clinique juridique sera mise sur pied en partenariat avec le CNUD. Les programmes de formation continue débutent ce mois de mai. Mesdames, Messieurs, cette année, la gouvernance du pays, marquée du sceau de l'autoritarisme, nous inspire le thème des 2 journées de conférence. État de droit, refondation de l'État, comment transformer l'État haïtien en un État de droit. Les panélistes des journées de jeudi et vendredi voudront bien nous aider à répondre à cette question.